Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot avec mon associé Rémi Poulet. Salut Rémi, comment ça va ? Salut Gabriel, ça va très bien et toi ? Aujourd'hui, on va parler de corporate finance et comment le CRM contribue à la valorisation d'une entreprise. Mais avant ça, je vous accueille dans les aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Notre mission est simple, être à vos côtés à chaque étape de votre projet CRM pour vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Aujourd'hui, on va parler comment le CRM contribue non pas à créer du chiffre d'affaires, à aider les vendeurs, les marketeurs, etc., mais on va parler des financiers et comment le CRM contribue à valoriser une entreprise. Et en particulier, la première chose, c'est quand on vend une entreprise, est-ce que avoir un CRM crée de la valeur et pris en compte par l'acquéreur? En moyenne, les stats le disent, c'est que la survaleur associée à une entreprise qui a un CRM comparé à une entreprise équivalente dépourvue de CRM est de 20%. C'est-à-dire que la valo de la boîte à la revente est augmentée de 20%. Alors pourquoi ces 20% et d'où ils viennent ? Ils viennent de deux choses. La première chose, c'est tout simplement que la présence d'un CRM, on sous-entend en fait la présence de processus, d'activités normées, de structuration de l'entreprise, de maturité de l'activité. Et ça, que ça soit côté marketing, que ça soit côté sales, et c'est encore plus vrai sur le sales que sur le marketing, ou même côté service. Puis ça sous-entend une deuxième chose, et qui est très confortable pour les acquéreurs ou pour les financiers, c'est tout simplement la transparence des chiffres. En fait, malgré tout, un bilan comptable donne beaucoup de biais de lecture parce que on peut toujours raconter une histoire autour d'un bilan comptable. Un CRM et l'activité commerciale notamment, principalement, mais aussi l'activité, le portefeuille client qui est enregistré dans le CRM et le portefeuille relationnel que l'on a dans le CRM est une preuve factuelle en fait de la rétention, de l'activité, de la traction commerciale et donc de la valorisation de l'entreprise. Et donc ces facteurs de transparence donnent un indice de confiance. Ça n'est pas que le processus qui survalorise de 20% la valeur de la boîte, c'est aussi ce facteur de transparence qui dit ces chiffres-là sont reliable, on peut avoir confiance en eux et donc on y va. Ça c'est vrai. Et puis nous, on a aussi très souvent des clients qui sont des entreprises qui ont fait de la croissance externe. C'est le cas pour nous de Prodways. On a d'autres clients qui ont ce profil-là, donc qui ont plusieurs entreprises dans le groupe et qui mettent en place un CRM unifié pour structurer ces entreprises et pour justement aussi être en capacité de continuer à acquérir de nouvelles boîtes et à mettre en place des process communs, créer des synergies. Comment cela fonctionne et comment le CRM contribue finalement à rapprocher ces entreprises et à leur permettre de mieux travailler ensemble? En soi, en fait, déjà, tu as deux types d'architecture. Je dirais l'architecture centralisée, c'est-à-dire tu as un gros CRM qui arrose l'ensemble des business units ou l'ensemble des filiales dans lequel tout le monde contribue. Et ça, c'est quand on a une certaine maturité des business process, quand on a une certaine maturité des plans commerciaux, etc., et qu'on est capable d'harmoniser l'ensemble des process. Ça a une très grande force parce que ça permet d'onboarder très rapidement un nouvel arrivant et donc de complètement processiser l'onboarding de la croissance externe, quelque part. Et puis, tu as l'architecture décentralisée, c'est-à-dire on accepte d'avoir en fait des entités différentes parce que chacun garde une certaine agilité. On a plusieurs CRM qui remontent l'information en centralisé sur un seul et unique de façon à avoir un pilotage de l'activité. Dans ce second cas, ça donne en fait une légère plus d'agilité au niveau individuel, ça donne plus de flexibilité et ça donne aussi, par contre, une absorption qui est plus rapide. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus à essayer d'imposer un process central au niveau de la filiale. On peut se permettre d'avoir une structure de la donnée centrale, une structure comptable et un plan comptable dont on aura toujours besoin de toute façon pour reconsolider les chiffres, mais associé en fait à des logiques et des business process qui vont être locaux, qui vont être globalement plus efficaces parce que plus proches du business actuel et donc moins en confrontation par rapport au business récent. C'est toujours le think global, act local, où l'architecture décentralisée est peut-être une bonne stratégie. Et plus l'architecture sera centralisée. Là, tu parles d'architecture, de centralisation et tout, mais comment, globalement, le fait d'avoir un CRM, qu'il soit décentralisé mais unifié à la fin par la consolidation de données ou complètement unifié, comment la mise en place d'un tel CRM, décentralisé ou centralisé, contribue aux synergies de l'entreprise? Première chose, c'est qu'on commence à parler le même langage.
C'est-à-dire, on a beau dire, quand on fait une fusion de RP, et donc d'éléments comptables et de pièces comptables, et encore, on n'en a pas toujours besoin, en fait, hein, quand on rapproche des entreprises, souvent on garde des ERP isolés, ça ne crée pas une culture d'entreprise, ça ne crée pas une culture de la synergie. A contrario, quand tu commences à déployer un CRM commun et des business process communs, ça veut dire qu'on commence à avoir la culture de créer, en fait, une logique dans laquelle 1 plus 1 vaut plus que 2. Et on est capable de commencer à penser synergie commerciale, synergie d'activité, synergie marketing, et donc du coup de la cross-fertilisation des différentes entités. Donc ça, c'est déjà une survaleur. Et au-delà de ça, ça crée un référentiel commun, ça crée en fait un langage commun, ni plus ni moins, et une façon de piloter l'activité commune. Et malgré tout, on a beau dire, cette façon de ce langage commun et ce référentiel, ce vocabulaire commun est un vrai vecteur de création de synergie et de création de survaleur en fait lors de l'acquisition. Donc effectivement, ça permet de consolider les chiffres, de donner de la transparence et de la visibilité, c'est ce qu'on a dit, ne serait-ce que pour une seule entreprise au début. Là, ça permet de faire ça au niveau de l'ensemble du groupe et de donner des chiffres sur l'ensemble du groupe. Ça permet aussi de voir quels clients on a en commun. Ça permet peut-être de dégager des synergies en termes de cross-sell, de marché, d'upsell des uns aux autres, de portefeuille client dans son ensemble. Donc effectivement, ça multiplie cette création de survaleur qui avait liée à l'acquisition, ça la renforce au niveau du groupe, c'est ça? C'est exactement ça. Ça donne en fait un vrai petit plus et ça donne déjà une visibilité ou un travail en commun, une notion de collaboration entre les entités. Et ça, c'est fondamental parce que en plus, ça peut être un facteur d'accélération. C'est-à-dire pour un peu que l'acquisition soit peu mature dans un CRM et elle soit très pertinente sur son marché, eh bien, elle va profiter à la fois de la synergie de portefeuille et en plus de la maturité de process du CRM, c'est-à-dire on sait très bien que quand on déploie un CRM quand on n'en avait pas, tout de suite il va y avoir une explosion du volume de vente, une explosion de la productivité, donc c'est une double gain. Alors on va faire une petite digression parce que c'est plus de la finance, de la consolidation, etc. Mais c'est une autre forme de réseau, c'est la franchise. Ouais. Est-ce que dans le monde de la franchise, le CRM a du sens aussi et comment il s'organise? Alors là, c'est exactement la même logique, sauf que c'est plutôt une culture du centralisé, c'est-à-dire que, en fait, le principe d'une franchise, c'est que la marque principale va donner un certain nombre d'outils à ses franchisés. Parmi ces outils, on a souvent des kits de marque, on a souvent une puissance de marque, parfois un réseau de centres d'appel de façon à pouvoir récupérer les leads. On a souvent, en fait, une première chose qui est tout simplement de la communication globale, parce que la puissance est de multiplier les moyens de communication de chacune des entités, des franchisés, donne beaucoup plus de puissance de marque en collectif. Et en fait, le CRM va te permettre, notamment, va faire partie de ces outils qui vont être mis à disposition au niveau de chacun des franchisés. Donc, ça peut être le marketing, ça peut être aussi le sales. Pourquoi le sales? Parce que si le réseau principal ou le réseau central a pour vocation aussi d'acquérir des leads et de les redistribuer au niveau de ses franchisés, eh bien, d'avoir en fait un CRM global va être un très grand vecteur d'accélération du business et un très grand vecteur de l'automatisation de ces business process-là. C'est-à-dire, un lead qui rentre, on sait tout de suite sur quel business unit le mettre, quel franchisé le mettre. On va lui donner tous les moyens de l'activer. Et si par hasard, il arrive qu'un projet soit trop gros pour un franchisé ou qu'un projet soit mal traité par un franchisé, on a toujours le moyen de le piloter, de se rapprocher de lui et de pouvoir venir en aide par le renfort d'un autre franchisé éventuellement parce que le projet est trop gros, ou tout simplement par le renfort des business process si on sent que le franchisé n'a pas forcément encore la maturité nécessaire pour l'activer de la bonne manière. Et puis, derrière, c'est toute une somme de choses, d'outils, de normalisation des devis, d'automatisation des devis, de suivi de la facturation, du suivi de l'expérience client. En fait, c'est étonnant, mais un CRM, quelque part, quand il commence à être mature, il a en sous-jacent un certain nombre d'éléments relationnels et d'éléments dans l'expérience client qui fait que l'expérience de la marque vient au-delà de l'expérience de la franchise. Et ça, c'est aussi un très gros vecteur de création de valeur pour la marque. Et au-delà, ça veut dire que tout nouveau franchisé, très rapidement, se retrouve avec le kit de marque, mais aussi l'expérience client associée au kit de marque. Et donc, c'est plus en fait une boîte à outils. Il arrive directement avec quelque chose qui est activable. Donc là, on vient de voir que le CRM crée de la valeur pour une entreprise seule, crée de la valeur pour un groupe et des logiques de croissance externe, crée de la valeur pour un réseau. Mais qu'est-ce qui se passe quand dans cette logique de groupe, de franchise, il y a une spin-off, une séparation, quand un bout, un département ou une
filiales décident de se séparer. Est-ce que c'est gérable ou est-ce qu'on se retrouve dans un truc très compliqué? Bon, on l'a vécu tous les deux il y a moins d'un an, donc on sait que c'est gérable. Bonne réponse et la bonne nouvelle, c'est que c'est gérable. Pour autant, il reste toujours des sujets à adresser. C'est-à-dire, quand on fait une spin-off, soit on a la spin-off avait déjà un outil comptable séparé, et il y a pas, du coup, on n'a pas de problème, mais soit il faut isoler comptablement, en fait, chacun des portefeuilles de la spin-off et de la maison mère. Et c'est pareil pour le CRM, très rapidement, en fait, que ça soit les structures de devis ou de portefeuille client, etc. En fait, une spin-off, c'est un ensemble d'actifs. Et dans l'actif, il y a l'actif relationnel, il y a l'actif de processus. En clonant le CRM, on va bénéficier et pouvoir dupliquer l'actif de processus. Et donc ça, il n'y a pas de sujet. Et en fait, et au contraire, le CRM va faire qu'on part avec un vrai actif et quelque chose qui est tout de suite réutilisable. Mais pour autant, dans l'actif relationnel, c'est-à-dire le portefeuille client, il y aura forcément, sauf si la spin-off n'a pas de redondance d'activité avec la maison mère, il y aura forcément débat sur la répartition du portefeuille. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir séparer les portefeuilles tout en gardant l'historique de la relation facilement, en disant, OK, toi, tu as ce portefeuille-là, tu as tout l'historique de la relation qui a été historisé dans le CRM, tu as tout l'historique des devis, des factures, etc. Et pour la spin-off, la même chose pour son portefeuille. Ce qui veut dire qu'on va quand même, quelque part, bien que ça soit quelque chose de douloureux, hein, on va pas dire, c'est pas du faux cueillaka, il y a un peu de travail à faire dans la répartition et justement dans le deal du spin-off, eh bien, on va quand même fluidifier la cession d'actifs et surtout vérifier qu'il n'y a pas de déperdition de friction. Parce que souvent, le gros risque, c'est que quand on spin-off, on peut repartir un peu de zéro. C'est-à-dire de dire, OK, tu pars, mais tu pars sans nos outils. Et donc, du coup, à toi de te débrouiller pour recréer un ERP, à toi de te débrouiller pour recréer un CRM, à toi de te débrouiller pour recréer tout ton site web, ton activité client, etc. Là, on peut partir avec déjà, en fait, un package. Pas l'ERP, parce que le CRM est différent de l'ERP, mais souvent, il y a un CRM comme HubSpot, tu peux avoir un site web. Donc, tu peux avoir déjà, en fait, juste à changer, à rebrander, mais sans avoir tout à repenser. Et puis, tu as, bien entendu, tout ton historique et tous tes process de devis, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un véritable facilitant du spin-off. Par rapport à tous ces sujets de corporate finance, de rapprochement, d'acquisition, de séparation, est-ce qu'il y a un élément à rajouter? On voit que le CRM est quand même un élément clé de tout ça, de valorisation. Il y a toujours un petit point, c'est quand la spin-off devient une start-up. En fait, le vrai sujet, c'est que le CRM a aussi, en fait, une vraie logique qui a besoin d'une certaine maturité des équipes. Quand on est dans une spin-off ou quand on est dans des cas limites, en fait, où la personne recrée une entité unipersonnelle, effectivement, il y a des cas qui ne se rentrent pas en ligne de compte et dans lesquels le CRM ne va pas être transféré. Donc, il y a toujours des cas limites où il faut pas considérer qu'il n'y a qu'une seule règle à appliquer. Il y a toujours des cas particuliers. Pour autant, en fait, quand on dit que le CRM est là pour créer un actif dans l'entreprise, ce qu'on expose aujourd'hui, c'est bien la preuve que ça crée un véritable actif. Et cet actif n'est pas juste un actif technique, c'est pas un actif IT, une partie du SI. C'est au-delà de ça, c'est vraiment de la création de l'agilité et donc de l'évolutivité de l'entreprise. Et c'est le moyen d'accompagner l'entreprise tout au long de sa vie, que ça soit en croissance externe, en spin-off, en réseau de franchise ou en revente. Super, merci beaucoup Rémi. Cet épisode des Aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris avec Rémi. Si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Salut Rémi. Bonne journée à tous. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube et Deezer. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.